Bonjour à tous. Nous sommes donc ici pour animer ce webinaire relatif à la correction des données déclarées en DSN. Je suis Baptiste Rochepère, je suis avec Johnson Costa dos Santos et nous allons vous présenter les modalités déclaratives pour les régularisations et les corrections en DSN. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, nous serons accompagnés de Daniel Thuot, Nathalie Cournet, et Muriel Dusselier, qui font partie de l'IRCANTEC et de la Caisse des dépôts, qui répondront aussi à vos questions via la partie questions. À ce propos, je vous rappelle que si vous avez des questions, il faut les poser dans l'onglet de navigation qui est à droite de l'écran dans la partie relative aux questions. La partie chat est à réserver à toutes les questions techniques, des problèmes de son, problèmes d'image que vous pouvez rencontrer, mais toutes les questions relatives à la présentation en elle-même et à son contenu, nous vous remercions de les poser dans l'onglet questions. Excusez-moi. Donc, cette présentation est filmée, va être enregistrée et sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube du JPMDS. On va commencer cette présentation par la diffusion de 2 courtes vidéos qui vont introduire le sujet et que nous allons lancer maintenant. Pour une DSN qui a déjà été déclarée et où nous avons une erreur, déjà il faut régulariser l'erreur sur les mois d'après. La DSN fait ça très bien en bloc de régularisation. Pour corriger une erreur, par exemple sur l'URSSAF, il faut déjà corriger l'erreur sur le bulletin. Et après, l'erreur remonte en DSN via bloc de régularisation. Et cette erreur-là est plus simple à corriger sur la DSN que sur le site de l'URSSAF directement, où c'était beaucoup plus complexe. Par exemple, sur le mois de septembre, s'il y a une régularisation URSSAF sur le mois d'août, il y aura la déclaration URSSAF pour le mois de septembre en complet et un bloc de régularisation sur le mois d'août. Les régularisations de cotisation sur les années précédentes, tant qu'il n'y a pas d'antériorité, c'est assez complexe, mais c'est surtout sur les 3 premiers mois de l'année où ça peut se générer, ou sur des agents qui étaient en maladie ordinaire sur 2 années, on va dire 2019-2020, et qui passent en CLM à ce moment-là. Et du coup, effectivement, il y a des régularisations qui peuvent s'opérer, c'est un peu complexe, mais après, on a été en relation directe avec l'URSSAF, donc ça s'est bien passé. Donc, attendez, on a un petit souci avec l'affichage de mon poste et quelque chose qui est apparu en haut. Désolé, je vais essayer de régler ça tout de suite. Pourquoi il va pas partir? Vous voulez pas? C'est bon, d'accord. Excusez-moi. Alors, nous allons entamer la présentation sur la correction des erreurs déclaratives. Donc, comment corriger une erreur déclarative en DSN? La mise en place de la DSN instaure une nouvelle logique de correction des données sociales déclarées. Cette logique est une logique de déclaration mensuelle qui donc permet d'appliquer le principe de régularisation au mois le mois. La pratique de régularisation annuelle qui était jusqu'alors de mise avec les anciennes procédures déclaratives disparaît au profit d'une nouvelle modalité qui est une correction au fil de l'eau, c'est-à-dire dans la DSN du mois principal, suivant la déclaration de l'erreur. Pour rappel, sont déclarés en DSN les individus et leurs contrats, les versements des salaires réalisés au cours de chaque mois principal déclaré, les rémunérations brutes versées aux individus en contrepartie de leur activité, les différentes primes, indemnités et autres éléments de rémunération brute. La DSN porte également la déclaration des cotisations dues au titre de la période déclarée et les bases assujetties sur lesquelles elles sont assises. Et ces cotisations et ces bases assujetties sont à déclarer tant au niveau agrégé qu'au niveau individuel. L'ensemble de ces données peut donner lieu à correction de la part du déclarant. Et le principe de la DSN et toute la structure de la DSN repose sur cette possibilité de pouvoir corriger ce qui a été déclaré dans une DSN précédente dans la DSN du mois courant. La totalité des éléments corrigeables en DSN sont donc datés et permettent de faire référence aux périodes auxquelles elles se rattachent.
Donc, nous allons commencer par faire un focus sur la correction des éléments financiers déclarés en DSN. Les données concernant des montants individuels ou agrégés peuvent être corrigées dans la DSN d'un mois suivant deux méthodes différentes. Les deux sont possibles et les deux sont disponibles. La première méthode est la méthode différentielle. Cette méthode repose sur la déclaration dans la DSN du mois suivant d'un bloc alimenté avec le montant en écart par rapport au montant initialement déclaré. La seconde méthode, la méthode annule et remplace, repose sur une déclaration dans la DSN du mois suivant d'un bloc alimenté avec le montant initialement déclaré en négatif, ou en tout cas à l'inverse du montant déclaré initialement, et de la déclaration d'un second bloc portant le montant correct. Dans les deux cas, quelle que soit la méthode choisie, il est impératif que les blocs portant la correction fassent référence à la période pour laquelle la correction est réalisée. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des blocs financiers déclarés en DSN portent la période sur laquelle ils s'appliquent. Donc nous allons prendre un exemple pour illustrer cette cinématique. Dans cet exemple que nous allons voir, on va rappeler déjà qu'une erreur déclarative sur une donnée est susceptible d'impliquer des erreurs sur d'autres données du message DSN. Et donc, quand une erreur est détectée, soit par le gestionnaire de paye ou par le responsable de paye de l'établissement, soit via la remontée d'un CRM émis par un organisme, il va devoir corriger la totalité des éléments qui vont être impactés par cette erreur. Et il va devoir corriger dans la DSN du mois suivant. Par conséquent, dans l'exemple que nous allons voir, en cas d'erreur sur le montant d'une base assujettie, la correction devra porter à la fois sur le bloc de base assujettie pour lequel il y avait une erreur, mais également, le cas échéant, si l'erreur est aussi réalisée sur le montant de la cotisation, sur le bloc de cotisation individuelle. Donc, dans cet exemple, dans la DSN de janvier 2021, l'établissement déclare pour un individu une base assujettie de 2 000 euros au lieu de 3 000 euros. Donc, vous avez les deux exemples ici dans la DSN de janvier. Le bloc de base assujettie portant la valeur déclarée à tort de 2 000 euros en rouge, et dans le bloc cotisation individuelle enfant de ce bloc base assujettie, et toute la structure de la DSN repose sur ce lien d'interdépendance entre les blocs, vous avez la déclaration du montant mal déclaré à tort de 222 euros au lieu de 333 euros. Dans la DSN du mois suivant, dans la DSN de février 2021, nous allons procéder à la correction. Ici, vous avez l'illustration de la correction dans la méthode différentielle. Donc, dans cette méthode différentielle, dans la DSN du mois de février, vous allez devoir faire porter un bloc base assujettie portant l'écart entre ce qui a été déclaré en janvier et ce qui aurait dû être déclaré pour la période de janvier. Donc ici, nous avons un écart de 1 000 euros correspondant à l'écart entre 2 000 euros déclarés et les 3 000 euros qui auraient dû être déclarés. Sous ce bloc base assujettie de correction daté de janvier, comme vous pouvez le voir au niveau des rubriques date de début de période de rattachement et date de fin de période de rattachement en vert dans le bloc base assujettie, qui date bien du 1er janvier au 31 janvier. Donc sous ce bloc de base assujettie daté de janvier, vous allez avoir un bloc de cotisation individuelle qui va porter le différentiel de la cotisation due pour la période de janvier. Parallèle, nous sommes sur la DSN de février. Les blocs de base assujettie et de cotisation individuelle relatifs à la période de février doivent également être déclarés, comme vous pouvez le voir dans l'exemple. Dans le slide suivant, nous avons l'illustration de la méthode en annule et remplace. Dans la méthode annule et remplace, vous allez avoir donc un bloc de base assujettie, daté de janvier toujours, qui va porter le montant de la base assujettie déclarée en janvier, dans la DSN de janvier, de moins 2 000 euros, permettant d'annuler le bloc déclaré en janvier. Ce bloc est bien sûr daté de janvier 2021. Sous ce bloc de base assujettie en négatif de 2 000 euros, vous allez avoir le bloc de cotisation individuelle à moins 222 euros qui permettent d'annuler la cotisation déclarée en janvier 2021 et donc d'annuler la cotisation déclarée en janvier 2021. Vous allez par la suite avoir la déclaration d'un bloc base assujettie toujours daté de janvier 2021 avec un montant de 3 000 euros permettant de déclarer le bon montant tel qu'il aurait dû être déclaré en janvier, toujours rattaché à la période de janvier au niveau des dates de début de période de rattachement et dates de fin de période de rattachement. Et sous ce bloc de base assujettie, le bloc de cotisation individuelle avec le montant de la cotisation tel qu'il aurait dû être déclaré en janvier, c'est-à-dire à 333 euros. La base assujettie et la cotisation due pour février doivent également
être déclaré dans la DSN de février. Là, on est sur le rattrapage, mais le rattrapage impose quand même de déclarer ce qui est dû pour la période de février. Nous avons un autre exemple ici. Lorsqu'une erreur est déclarée sur un montant de cotisation sans que le montant de la base assujettie dont il est enfant soit en erreur, il convient de déclarer de la manière suivante. Donc, dans cet exemple, nous avons dans la DSN de janvier 2021 une erreur pour un individu sur une cotisation avec un montant de 154,50 € au lieu de 333 €. En revanche, le montant de la base assujettie à 3 000 €, lui, est correct. Donc là, vous avez l'illustration de la déclaration de la DSN de janvier 2021. Vous avez le bloc base assujettie qui porte pour la période de janvier la valeur de 3 000 €. Et sous ce bloc de base assujettie, le bloc de cotisation individuelle qui porte le montant de la cotisation à 154,50 € mal déclaré. Il aurait dû être déclaré à 333 €. Dans la correction intervenant en février 2021, nous avons illustré ici avec la méthode différentielle. Vous avez les deux blocs. Le premier bloc base assujettie qui va être à 0. Pourquoi à 0? Parce qu'il n'y a aucune erreur sur la base assujettie déclarée en janvier, mais le bloc doit être obligatoirement déclaré étant donné que le bloc de cotisation individuelle qui, lui, va porter la correction pour la cotisation déclarée en janvier est enfant du bloc de base assujettie, et le bloc cotisation individuelle ne peut pas être déclaré s'il n'a pas de bloc parent auquel il est rattaché. Et donc, sous ce bloc base assujettie à 0, vous allez avoir le bloc de cotisation individuelle avec un montant de 178,50 €, c'est-à-dire la différence entre les 333 € qui auraient dû être déclarés pour janvier et les 154,50 € qui ont été déclarés. Donc, effectivement, le rappel est important de bien penser que le bloc cotisation individuelle qui est enfant du bloc base assujettie doit être déclaré sous un bloc base assujettie, même s'il n'y a aucune correction apporté sur le montant de la base assujettie, et c'est pour ça que le montant est à 0. Pour faire un point rapide sur ce sujet-là, ce sont des éléments qui, en fait, sont des éléments de paramétrage. C'est-à-dire que l'outil, normalement, quand vous allez porter une correction dans votre paye, dans votre outil paye, c'est l'outil lui-même qui va générer les blocs de base assujettie et de cotisation et qui va les dater et les rattacher à la bonne période à partir du moment où vous, dans votre outil, vous allez bien indiquer que la base assujettie qui est corrigée correspond à une période antérieure en la datant et que la cotisation individuelle que vous souhaitez corriger, par exemple, est bien à rattacher à une période antérieure. C'est du paramétrage. Effectivement, c'est pas toujours visible pour les déclarants qui sont en train de réaliser la paye et la DSN, mais la conséquence au niveau de la DSN, c'est cette modalité, cette cinématique de déclaration. Donc, je vais laisser la parole à Johnson qui va introduire la déclaration des changements concernant l'individu ou le contrat. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette présentation. Je vais vous présenter le sujet relatif à la déclaration des changements concernant les individus ou le contrat. Avant de démarrer de commencer cette présentation, nous avons voulu rappeler un point qui consiste à dire que la situation d'un salarié au sein d'un établissement peut évoluer au cours du temps. Et donc, les données qui permettent de l'identifier et les caractéristiques du sous-contrat peuvent être susceptibles d'évoluer de la même manière. Et donc, cela implique que les données qui seront déclarées au sein des DSN mensuels peuvent faire l'objet de changements ou de corrections. Il y a deux notions qui sont à retenir. Effectivement, il y a la notion de changement et la notion de correction. Par rapport au changement, là, le changement, c'est une modification qui intervient au cours du mois principal déclaré. Du coup, tant que la date de clôture de peine n'est pas passée, il y a possibilité de déclarer ce changement qui est intervenu au cours du mois au sein de la DSN du mois principal déclaré. Il suffira dans ce cas de rappeler, soit dans le bloc individu ou le bloc contrat, la nouvelle valeur qui fait l'objet de ce changement. Et donc, le cas échéant, de déclarer un bloc changement qui permettrait de véhiculer la donnée de la période avant changement, ainsi que la date de modification. En ce qui concerne les corrections, elles consistent à modifier a posteriori la valeur qui avait déjà été transmise en TSN. Effectivement, on peut avoir des cas où le gestionnaire de paie se rend compte d'une erreur ultérieurement.
alors que la DSN dans laquelle il avait fait l'erreur avait déjà été transmise aux organismes. Donc, dans ce cas-là, il va faire la modification au sein d'une DSN ultérieure. Et donc là, on va parler de correction. Et effectivement, on verra par la suite qu'en fonction du type d'erreur qui a corrigé, les modalités de correction diffèrent. On va faire un focus sur les corrections. En DSN, il y a deux natures de données qui existent. Il y a les données pour lesquelles seule la dernière valeur est utile, comme par exemple l'adresse du salarié. Effectivement, pour cette donnée-là, il n'y a pas de bloc changement à déclarer parce que cette donnée ne se corrige pas. Effectivement, seule la dernière valeur qui a été déclarée est prise en compte. Et donc, c'est l'établissement qui déclare la bonne valeur dans la DSN du mois principal déclaré qui identifie cela et qui, par conséquent, estime que la dernière valeur est bien celle qui est présente à la fin du mois. En ce qui concerne les données, dont la valeur est nécessairement en cohérence avec une période donnée, ces données-là sont très importantes parce que suivant la date de modification et la date de changement relative à cette modification, à cette donnée, la date de modification peut avoir un impact sur les droits. Il existe donc deux modalités de correction pour ce type de données qui sont très importantes. Il y a la donnée qui peut être un montant. Cette donnée-là, les modalités déclaratives relatives à la régularisation, à la correction ont été présentées précédemment par Baptiste. En ce qui concerne les données descriptives qui peuvent influer sur les droits, à savoir des données qui peuvent être déclarées au sein du bloc individu ou du bloc contrat. Et dans ce cas, il faut apporter cette correction au sein d'un bloc changement individu ou d'un bloc changement contrat. Et selon la donnée qui est à corriger, il faudra que le bloc changement contienne la valeur qui aurait dû être transmise ou celle qui avait été déclarée. Il faut qu'elle contienne effectivement la date de modification qui est importante et suivant, je tiens à le rappeler, suivant la donnée qui est à corriger, il faudrait rappeler aussi la date à partir de laquelle la donnée à corriger, la nouvelle donnée est valable et l'ancienne qui était erronée est valable. Par rapport au périmètre des données qui peuvent faire l'objet de déclaration de bloc changement, on a deux natures de données qui peuvent faire l'objet au sein des blocs changements. Il y a les données identifiantes pour lesquelles il est nécessaire de mettre en relation l'ancienne valeur et la nouvelle valeur en cas de changement. Les données identifiantes répondent aux principes pour lesquels on a besoin de faire un chaînage afin de pouvoir reconstituer l'historique de l'individu qui est très importante pour les droits, notamment pour certains organismes qui ont besoin de connaître l'historique, que ce soit en termes de rémunération ou pour d'autres données, pour effectuer le calcul des droits à leur niveau. Donc, du coup, par rapport aux données identifiantes, lorsqu'on fait un bloc changement sur une donnée identifiante, au sein du bloc changement, dans la valeur ancienne qui porte sur l'ancienne valeur à déclarer au sein du bloc changement, il faut toujours rappeler la valeur qui avait été déclarée précédemment. En ce qui concerne les données non identifiantes, ces données-là ont un impact sur les droits, sur la protection sociale, à l'instar des données identifiantes, mais pas forcément de la même manière, parce qu'en fait, ces données identifiantes, la date de survenance a un réel impact sur les droits. En effet, par exemple, si on prend l'exemple d'une quotité du travail de contrat, suivant l'heure qui est effectuée par l'individu, les droits ne sont pas forcément calculés de la même manière. Et donc, on a besoin de connaître la bonne valeur qui était valable sur une période donnée. Et donc, du coup, pour la déclaration des changements pour les données identifiantes, au sein du bloc changement, au niveau des rubriques ancienne valeur qui doit être déclarée au sein du bloc changement, il faudra rappeler la bonne valeur qui porte sur la période qui est déclarée au sein du bloc changement. Par contre, on reviendra par la suite de la présentation, on reviendra sur les détails des modalités déclaratives des blocs changement, contrat notamment. Il y avait un autre point qu'on tenait à rappeler, c'est que chaque événement qui est déclaré au sein d'un bloc changement, à savoir changement individu ou changement contrat, possède une date de modification qui correspond à la date d'effet des nouvelles valeurs qui sont déclarées au sein des blocs individus ou contrats.
ce qui concerne le changement des données identifiantes, ce qu'il faut savoir, en ce qui concerne le périmètre des données identifiantes, le bloc changement individu ne contient que des données identifiantes, alors que le bloc changement contrat contient à la fois des données identifiantes, mais aussi des données non identifiantes, dites de modalités du contrat. On verra par la suite, on fera un petit focus sur les modalités du contrat. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le bloc changement contrat qui contient à la fois des données identifiantes et non identifiantes, effectivement, il y a 4 de données qui sont identifiantes et qui peuvent être déclarées au sein du bloc changement contrat, qui sont le SIRET ancien établissement d'affectation, l'ancien numéro de contrat, l'ancienne date de début de contrat et l'ancien identifiant du contrat d'engagement maritime. À noter que cette dernière rubrique ne concerne que les gens de mer affiliés à l'INI. Autre point, parce qu'il y a beaucoup de particularités qu'on tenait à préciser, hein. Dès lors qu'une donnée identifiante change, il est impératif de déclarer le changement à s'y opérer. Cela vaut également pour les données non identifiantes. Effectivement, parce que l'absence de déclaration d'un changement, comme on l'a dit précédemment, peut avoir un impact sur les droits. Et un point qui est propre aux données identifiantes et qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que seules les données qui font l'objet d'un changement doivent faire l'objet d'une déclaration du bloc changement. Par exemple, je vais prendre l'exemple du bloc changement individu. S'il n'y a que le NIR qui a été modifié dans le temps, bah, du coup, il faut juste faire un bloc changement individu avec la valeur qui contient l'ancien NIR qui avait été déclaré. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter à une note qui se trouve sur DSN Info, sur la base de connaissances. Et sur ce point-là, relatif à la base de connaissances, je tiens à préciser que vous avez la possibilité de faire des recherches par mot-clé ou par numéro de fiche pour retrouver soit les fiches consignes ou les notes qui sont publiées sur DSN Info. Dans ce cadre-là, vous pourriez tout simplement, par exemple, mettre comme mot-clé le mot changement. Là, on a mis un exemple pour expliquer, c'est un exemple classique de changement pour expliquer comment ça se modélise en DSN. Là, dans ce cas de figure, on a un individu qui a été déclaré sur une période donnée de janvier à mars avec un NIA, un numéro d'immatriculation d'attente, au niveau de la rubrique numéro d'inscription au répertoire. Mais depuis le 15 avril 2020, il disposait d'un NIR et donc du coup le déclarant a connaissance de cette information-là et par la suite va déclarer au sein de la DSN de mois principal déclaré avril 2020, il va déclarer un bloc changement individu dans lequel il va mettre la date de modification qui correspond au 15 avril 2020, l'ancien NIR qui correspond au NIA qui avait été déclaré précédemment. Et au niveau de la rubrique qui est portée au niveau du bloc individu, pour déclarer le NIR, il mettra le NIR qui a été attribué. Et la déclaration de ce bloc changement individu permet de faire le lien avec les données qui avaient été précédemment déclarées. Et du coup, on revient sur l'aspect du chaînage qui est important pour pouvoir lier entre elles les données identifiantes. On va passer au sujet des changements de modalité du contrat. Effectivement, si le changement ou la correction porte sur une modalité de contrat, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Il y a un premier cas qui concerne une modalité qui fait partie des données portées en bloc changement de contrat. Et effectivement, ces modalités, elles ont un impact sur les droits. Par exemple, comme je vous le rappelais tout à l'heure, on a la quantité de travail du contrat de travail, mais il y a également les modalités d'exercice dans le travail, par exemple. Et donc, dans ce cas de figure particulier, lorsqu'il s'agit d'une modalité qui a un impact sur les droits, lorsque vous renseignez un bloc changement de contrat, il faut effectivement faire le renseignement de la valeur antérieure pour déclarer ce changement. Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter parce qu'on a la notion de changement et la notion de correction. Si on est dans le cadre d'une correction, au niveau de ce bloc changement, il faut renseigner la valeur qui aurait dû être déclarée sur la période que vous rappelez dans le bloc changement. Et si, par exemple, vous êtes dans le cadre d'un changement, il suffit tout simplement de rappeler la valeur qui avait été déclarée précédemment.
pour ces cas particuliers. Et il y a également un principe qui repose sur le fait de déclarer une rubrique qui permet de borner la période sur laquelle porte la correction. Cette rubrique est la profondeur de recalcul de paix. Cette rubrique, effectivement, permet de remonter dans le temps et de pouvoir corriger la période et permet de borner la période sur laquelle vous souhaitez faire la correction. On reviendra plus en détail par la suite sur les modalités déclaratives de cette rubrique. À noter que cette rubrique est à renseigner que l'on soit dans un cas de correction ou de changement. Donc, cette rubrique-là est obligatoire pour toutes les modalités qui ont un impact sur les droits. Et en gros, toutes les modalités qui sont présentes au sein du bloc changement, ce sont toutes les modalités hors les données identifiantes qu'on avait écrites précédemment, comme par exemple le numéro de contrat qui n'est pas une modalité du contrat. Donc, du coup, tout ce qui est présent en 41, qui est différent d'une donnée identifiante, est une modalité du contrat. Par rapport au deuxième cas, nous avons un cas où les changements portent sur une donnée qui ne fait pas partie des données qui ont un équivalent en bloc changement. Contrat, effectivement, il y a des modalités du contrat qui sont déclarées au niveau du bloc contrat qui n'ont pas forcément leur pendant au niveau du bloc changement de contrat. Et pour ces cas-là, il n'y a pas besoin de déclarer un bloc changement de contrat. De toute façon, il n'y a pas la possibilité de déclarer un bloc changement de contrat parce que le pendant n'existe pas. On a mis par exemple le cas du libellé de l'emploi où il n'est pas nécessaire de déclarer un bloc changement, où il suffit tout simplement de renseigner une nouvelle valeur au niveau du bloc contrat. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que s'il y a plusieurs changements qui interviennent sur le même mois pour une même modalité, il vous suffit tout simplement de déclarer au sein du bloc contrat la dernière valeur valable à la fin du mois. Là, on fait un focus du coup sur les modalités déclaratives à effectuer dans le cas de la déclaration d'un bloc changement de contrat. Les blocs changement de contrat permettent de reconstituer la situation administrative d'un individu. Elle permet donc de connaître la situation de l'individu sur une période donnée. Et ce qui permet de connaître la situation de l'individu sur une période antérieure donnée, c'est la rubrique profondeur de recalcul de paix, excusez-moi, qui permet de déterminer depuis quelle date en antériorité on souhaite revenir pour corriger la situation de l'individu. Il y a des principes qui seront rappelés sur des notes qui sont présentes sur DSN Info. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette rubrique, comme je l'ai indiqué précédemment, est obligatoire dès lors qu'on déclare un changement d'une modalité au sein d'un bloc changement. Et cette rubrique, elle permet de renseigner la date depuis laquelle court la plus ancienne valeur en bloc changement de contrat. Et donc, autre point qui est quand même important, c'est que dès lors que vous faites un bloc changement de contrat qui porte sur une donnée identifiante qu'on a vue précédemment, cette rubrique-là n'est pas à déclarer. De toute façon, vous verrez qu'à la lecture du cahier technique, il y a différents contrôles qui sont mis en place pour répondre à ces principes-là. Pour plus d'informations, à l'instar de ce qu'on a vu pour les données identifiantes, vous avez aussi sur DSN Info une note qui explique la gestion des changements des modalités de contrat. On va commencer par un premier exemple qui porte sur la déclaration d'un changement classique sur une seule modalité de contrat. Là, on est dans le cas d'un salarié qui avait été déclaré avec un code de statut catégoriel, un encadre sur le mois de janvier. En février, il change de statut en date du 17 février. Donc, du coup, dans la DSN de février, au niveau du bloc contrat, on va mettre un code statut catégoriel valorisé avec la valeur 02 extension cadre. On va déclarer un bloc changement pour dire qu'il est extension cadre depuis le 17 février, puisque la date de modification qui est présente dans le bloc changement correspond à la date d'effet de la valeur qui est déclarée au niveau du bloc contrat. Au niveau de la rubrique ancien code statut catégoriel, on va remettre la valeur qui avait été déclarée précédemment, à savoir non cadre. Et dans ce cas précis, on indique une profondeur de recalcul de paix au 1er février 2020. Pourquoi on indique une profondeur de recalcul de paix au 1er février 2020 ? Parce qu'on considère que ce qui avait été déclaré dans la DSN de janvier était correct, et donc il n'y a pas lieu de revenir sur cette période. Voilà.
Sur le deuxième cas, c'est toujours le même cas de changement classique, mais à la différence du premier cas qu'on a vu à l'instant, là on est sur deux modalités du contrat, qui sont les codes statut catégoriel et la quotité du temps de travail. Dans ce cas de figure, le salarié avait été déclaré avec un code statut à non-cadre et une quantité de travail à 100 heures, à 100 heures plutôt. Dans la DSN de février, bah, du coup, en février, il y a eu le changement qui est déclaré, parce qu'en février, il est passé de non-cadre à extension cadre, et il est passé de 100 heures à 120 heures. Du coup, dans cette DSN de février, il faut déclarer 2 blocs changements. J'insiste sur ce point parce qu'on pourrait penser qu'il aurait été possible de déclarer qu'un seul bloc changement, vu que la date de modification est la même, mais le principe pour les modalités de contrat repose sur le fait qu'il faut déclarer un bloc changement de contrat par modalité de contrat. Même si les dates de modification, voire les dates de profondeur de recul de paix sont les mêmes. On verra par la suite que ce principe est posé pour pouvoir répondre aux différents cas de correction qui peuvent survenir dans la vie d'un contrat d'un salarié. Et donc, par rapport à ces deux blocs changements qui sont déclarés, bah, du coup, ça permet de déclarer la situation de l'individu et de dire qu'il y a eu un changement sur ces deux modalités-là qui sont déclarées au sein de la DSN de février. Là, on va rentrer sur un cas qui est plus intéressant, parce que là, on n'est pas forcément sur un cas de changement classique. Là, on est plutôt sur une correction. C'est-à-dire que ce qui avait été déclaré dans cet exemple, dans la DSN de janvier pour le salarié, le déclarant s'en est rendu compte par la suite que ce qu'il avait déclaré était incorrect. Et donc, dans la DSN suivante, en l'occurrence celle de février, il va rétablir la situation de cet individu. En fait, effectivement, dans cet exemple, l'individu avait été déclaré en janvier comme étant non-cadre, mais en fait, il n'était pas non-cadre, mais plutôt extension cadre. Donc, du coup, dans la DSN février, on va mettre au niveau du bloc contrat de travail, au niveau du code statut catégoriel, on va valoriser cette rubrique à extension cadre. On va déclarer un bloc changement pour pouvoir établir la situation précédente du mois précédent, en indiquant un bloc changement avec une date de modification, par exemple au 1er janvier 2020, et un ancien code statut catégoriel à extension cadre, et une profondeur de recalcul de paie au 1er janvier 2020. La déclaration de ce bloc permet de dire, du coup, que vu que la date de modification est valorisée au 1er janvier 2020, du coup, le 1er janvier 2020 est la date d'effet de la valeur qui est déclarée dans la DSN de février au niveau du bloc individu, à savoir la valeur extension cadre. Et donc, du coup, vu qu'on est revenu sur cette période, la date de modification permet de corriger cette période. Et là, en l'occurrence, pour ce cas spécifique, la date de profondeur de calcul de paie peut être valorisée au 1er janvier 2020, parce qu'on ne souhaite pas revenir sur des périodes antérieures à janvier 2020. Je tiens juste à ajouter un point par rapport à cet exemple-là. Au niveau de la date de modification, on aurait pu avoir le cas où la date de modification est renseignée, par exemple, au 15 février 2020. Et en l'occurrence, on aurait eu une date de modification qui est renseignée au 15 février 2020. On aurait toujours eu un ancien code statut catégoriel valorisé à extension 4 et la profondeur de recalcul de paie valorisée au 1er janvier 2020, qui permet de revenir jusqu'au 1er janvier 2020. Pour ce dernier exemple, nous sommes dans le cas de déclaration de 2 corrections successives qui portent sur une seule modalité. On est sur 3 mois, donc sur 3 DSN qui ont été déposés. Sur la DSN de janvier, on avait indiqué que l'individu était non-cadre. Par la suite, sur la DSN de février, on a apporté une correction sur ce qui avait été déclaré en janvier, en indiquant qu'en fait, il est extension cadre et que du coup, il était non-cadre, pas sur tout le mois de janvier, mais plutôt du 1er janvier 2016 au 20 janvier 2016, qui est la veille de la date de modification déclarée dans le bloc changement que vous voyez dans le cadre vert. Et au mois de mars, dans la DSN de mars, on se rend compte que finalement, les corrections que j'avais apportées sur la DSN de février n'étaient pas correctes. Et donc, dans ce cas précis, dans la DSN de mars, je vais également rétablir la situation et corriger la correction que j'avais mal faite.
Et donc, du coup, dans la DSN de mars, je vais indiquer qu'en fait, il est cadre depuis à la fin du mois de mars, parce qu'en fait, il est cadre à la fin du mois de mars. Le premier bloc changement que vous voyez avec une date de modification du 27 février 2016 permet de dire qu'il est cadre depuis le 27 février 2016 jusqu'à la fin du mois de mars. Avant, il était donc extension cadre. Et donc, du coup, pour savoir depuis quand il était extension cadre, le deuxième bloc changement permet d'avoir cette information. Et le deuxième bloc changement que vous voyez dans l'encadré rouge permet de dire que l'individu a été extension cadre depuis le 25 janvier 2016, qui est la date de modification de l'autre bloc changement. Et donc, avant le 25 janvier 2016, l'individu était non cadre. Et depuis quand? Depuis le 1er janvier 2016. Vous remarquerez que dans ce cas de figure et que dans cette DSN de mars, la profondeur de recalcul de paix a été déclarée dans un seul des blocs, même si on est sur une seule modalité. Effectivement, il y a un principe qui repose sur le fait qu'il faut déclarer la profondeur de recalcul de paix sur le bloc de changement de contrat qui contient la date de modification la plus ancienne. Et ça, la lecture, et ça permet de faire l'historique et de revenir en arrière. Voilà. Pour la présentation. Merci beaucoup, Johnson. Merci, Baptiste. Du coup, là, on vous remettait un slide pour vous rappeler un peu ce que j'avais dit tout à l'heure sur la base de connaissances, où il vous est possible de retrouver les fiches consignes et les notes qui sont publiées sur DSN Info. Donc, soit par mot-clé, soit par numéro de fiche, si vous connaissez directement le numéro de fiche. La barre de recherche vous ramènera directement vers la fiche que vous souhaitez consulter. Après, un autre point qu'on souhaitait préciser, c'est que ce soit pour le sujet relatif aux corrections d'éléments financiers ou sur les changements, qui en soi sont des sujets quand même assez complexes. Effectivement, logiquement, le paramétrage qui sont effectués au niveau des sites éditeurs voilà. reprennent bien ces principes. Il faut bien garder en tête que c'est l'outil qui va générer votre DSN qui va mettre en place la cinématique de déclaration des blocs de régularisation, des bases assujetties, des cotisations ou des blocs changements individus ou des blocs changements contrats à partir du moment où vous renseignez les informations qui doivent être corrigées. Donc, avant de passer aux questions, après avoir rappelé ce principe, un sondage va être lancé ou vient d'être lancé sur cette présentation. Pour version de prendre quelques instants, quelques secondes pour y répondre et pour poser dès à présent vos questions sur cette présentation si d'aventure vous en avez. Oui, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on ne manquera pas d'y répondre. Pour l'instant, Baptiste, je ne vois pas de questions. Avez-vous des questions? Profitez-en. Je vois qu'on a une question relative au changement d'échelon dans la partie chat. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'un changement d'échelon du mois de janvier fait en rappel sur le mois de février doit faire l'objet de déclarations rectificatives? Alors, pour essayer de bien comprendre, vous parlez d'un changement au niveau de la rubrique qui porte l'échelon qui serait intervenu en janvier, qui n'aurait pas été déclaré dans la DSN de janvier et qui devrait être déclaré en février. Alors, je vais laisser Johnson répondre, mais oui, effectivement, il faudra bien, pas une déclaration rectificative, mais il faudra bien intégrer un bloc 41. Je vais laisser, un bloc changement de contrat. Je vais laisser Johnson répondre. Effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a un changement d'échelon qui intervient, il faut le déclarer au sein de la DSN. Si effectivement cette rubrique existe, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du bloc changement de contrat. Il faut partir du principe que si une évolution au niveau du contrat n'a pas été déclarée dans la DSN du mois principal déclaré au cours duquel ce changement a eu lieu, il doit être déclaré dans la DSN du mois suivant et il doit être déclaré en portant la période ou la date à laquelle ce changement est intervenu. Et donc, la déclaration de cette date qui permet de savoir à quel moment le changement est intervenu, se réalise à travers la déclaration d'un bloc changement contrat. Voilà. Donc, si ça répond à votre question, tant mieux. N'hésitez pas si vous voulez plus de précision. Oui, après,
est-ce tout à que, fait. quand on parle de déclaration rectificative, on parle Oui. des scènes annulées en place Alors non, voilà, justement, c'est ça qu'il faut faire vraiment attention il sur faut le exactement. sur Johnson a raison, il ne faut pas confondre DSN annulaire en place et déclaration rectificative. C'est pour ça qu'on parle pas réellement de déclaration rectificative, on parle de correction apportée dans une DSN ultérieure, dans la DSN du mois suivant, par exemple. Mais quand on parle de de déclaration rectificative, effectivement, on peut plutôt penser à une annulaire en place, qui est un, un système qui est différent. C'est la déclaration d'annulation et de remplacement de la DSN du mois principal déclaré courant avant la date d'échéance, ce qui est un autre système de déclaration. Là, on parle vraiment d'une DSN qui a été déclarée en janvier, qui ne porte pas l'élément qui a changé, qui ne porte pas le changement de l'élément en question, c'est-à-dire l'échelon, et qui doit être déclarée dans la DSN du mois suivant. Après, on a une autre question apparemment, vous rebondissez sur ce qu'on vient de dire et vous demandez et quelles modalités au niveau des cotisations CNRACL et URSSAF? Alors, c'est ce qui a été présenté juste avant. Donc, au niveau des cotisations CNRACL et URSSAF, si il y a une erreur, donc c'est ce qu'on a présenté sur le montant, il faut évidemment corriger le montant, soit en annulaire en place, soit en différentiel, en datant bien la période à laquelle se rapproche l'erreur. S'il y a une absence de cotisation, un oubli, une cotisation qui n'a pas été déclarée dans la DSN de janvier, il faut évidemment que cette cotisation pour la CNRACL, pour l'URSSAF, pour n'importe quel organisme, soit déclarée dans la DSN du mois suivant. Alors, que ce soit au niveau agrégé ou au niveau individuel, quoi qu'il en soit, l'oubli d'une déclaration au niveau individuel dans la DSN va certainement avoir un impact au niveau de la déclaration des cotisations au niveau agrégé. Donc, il faut toujours bien lier les différents éléments qui peuvent être touchés, qui peuvent avoir un impact justement au niveau de l'erreur réalisée. Donc, pour la déclaration d'une cotisation de janvier qui n'aurait pas été déclarée en janvier, il faut effectivement la déclarer en février en mentionnant bien la période de rattachement de janvier. Et donc, dans cette cinématique, vous avez oublié une cotisation pour la CNRACL au niveau individuel pour un individu en janvier. En février, vous allez déclarer un bloc de base assujettie daté du mois de janvier dans la DSN de février, avec le montant de la base assujettie s'il n'avait pas été déclaré. Si seule la cotisation n'avait pas été déclarée, le montant de la base assujettie, comme vu tout à l'heure, sera égal à 0. Et le bloc de cotisation individuelle sous cette base assujettie qui sera déclaré et qui permettra de déclarer pour la période de janvier. Et en parallèle, la déclaration de la cotisation pour la période de février. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, on a vu, merci. Merci. De rien. Comme il a été rappelé, n'oubliez pas de répondre au sondage avant la fin du webinaire. D'autres questions? Je pense qu'on va pouvoir... On vous laisse encore quelques secondes pour répondre au sondage. Vous pourrez éventuellement nous poser une question. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez retrouver cette présentation sur YouTube, sur la chaîne du JPMDS. Là, on pourra plus répondre à vos questions à ce moment-là. Voilà. Bah, écoute, Ok. Bon, en tout cas, on tenait à vous remercier pour votre participation. Et n'hésitez pas à répondre au sondage et à venir consulter l'ensemble des consignes disponibles sur DSN Info qui portent toutes les informations qui vous seront nécessaires pour pouvoir faire de bonnes déclarations en DSN. Okay. Merci à tous vous. Au revoir. et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.